Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Janet Denton. Janet est mère au foyer. Elle a 3 magnifiques enfants dont elle s'occupe à plein temps. Lily, 3 ans, Jeremy, 6 ans, et Oliver, 10 ans. Son mari est pompier. Son travail est très prenant et il est rarement à la maison. Cette petite famille habite à Orlando, en Floride, où ils mènent tous une vie agréable. En ce début de semaine et de vacances scolaires, Janet réfléchissait au programme de la journée. Elle ne se voyait pas rester à la maison avec 3 enfants pleins d'énergie à occuper. Elle décida d'aller faire quelques courses avec ses enfants, de déjeuner dehors et de finir par une séance de cinéma pour découvrir le nouvel animé à l'affiche. Sans perdre un instant, elle installa ses enfants dans la voiture, vérifia qu'ils soient bien attachés et prit la direction du centre commercial non loin de chez elle. Contrairement à ce qu'on pouvait croire, les courses se passaient toujours bien avec ses enfants. Elle avait trouvé une parade pour les responsabiliser un peu. Chacun devait lui rappeler des articles à acheter sur la liste de courses, et il prenait cette tâche très à cœur. Avec une telle organisation, les courses étaient pliées en moins d'1 heure, ce qui lui paraissait être à chaque fois un véritable exploit. La petite famille sortit du supermarché et s'apprêtait à aller déjeuner dans le fast-food tout proche. Janet remarqua que le temps s'était sérieusement gâté. Il avait plu abondamment et le ciel avait pris une teinte grise foncée mêlée de pourpre. Tout cela n'était pas rassurant et indiquait qu'une énorme tempête approchait. Elle chargea rapidement les courses et installa ses enfants dans son véhicule. Elle s'engagea en direction de son domicile. Elle se rendit compte très rapidement que la route était inondée et totalement impraticable. Il y avait des panneaux de déviation un peu partout qu'elle suivit, et le détour était interminable, à tel point qu'elle ne savait plus du tout où elle était. Alors qu'elle tentait de trouver un chemin sûr pour rentrer chez elle, elle reçut une alerte sur son téléphone. C'était un message alertant d'un ouragan. On demandait à tous les habitants de la zone de trouver un refuge rapidement et de ne pas en sortir jusqu'à ce que l'alerte soit levée. D'abord affolée car elle était au milieu de nulle part, Janet essaya de garder son calme, ne serait-ce que pour ne pas inquiéter ses enfants. Elle pouvait voir dans son rétroviseur le ciel menaçant qui indiquait que l'ouragan approchait bien plus vite qu'elle le pensait. Janet appuya sur l'accélérateur pour fuir. Elle était sur une route qu'elle n'avait pas l'habitude d'emprunter, et son fils aîné, qui avait ressenti sa détresse, lui indiqua qu'il y avait une maison juste à leur droite. Elle se gara sur le bas-côté de la route, pour voir s'il y avait quelqu'un dans la maison. De prime abord, cette maison avait l'air vétuste, et tout portait à croire qu'elle était abandonnée depuis un certain temps. Mais ce n'était pas le moment de faire la fine bouche. Le vent soufflait de plus en plus fort et on voyait des débris flotter dans les airs. Elle crut même voir un vélo être balancé à quelques mètres de là où ils étaient. La tornade approchait dangereusement et ils devaient absolument s'abriter au plus vite. On entendait même les sirènes d'alerte de la ville. Malgré le chaos de la situation, elle fut soulagée d'avoir au moins trouvé un endroit, car elle savait que toutes les maisons de la région avaient un sous-sol pour se réfugier en cas d'ouragan. Elle s'empressa de prendre son téléphone et quelques courses qu'elle donna au plus grand de ses enfants.
Elle prit dans ses bras sa fille et tenait par la main le cadet des garçons. Ils se précipitèrent dans la maison, luttant contre le vent qui soufflait tellement fort qu'il était difficile d'avancer. Tant bien que mal, ils entrèrent dans la vieille bâtisse. Juste avant qu'elle ne referme la porte, elle fut surprise par un chaton errant qui entra lui aussi pour se réfugier. L'intérieur de la maison était poussiéreux et en très mauvais état. On pouvait même voir la pluie s'infiltrer par le toit. La décoration ancienne laissait penser que cette maison n'était plus habitée depuis au moins les années 60. Il y avait un tas d'horloges un peu partout dans le séjour. Elle se dirigea ensuite avec ses enfants vers la porte qui amenait au sous-sol. Elle descendit en premier les escaliers pour vérifier que ceux-ci soient bien solides. Lorsqu'elle arriva à l'avant-dernière marche, celle-ci céda et son pied traversa l'escalier. Elle s'extirpa doucement de la planche brisée et elle ressentit une légère douleur qui lui laissa penser qu'elle s'était tordu la cheville. Elle demanda à ses enfants de descendre un à un, en faisant très attention. Elle tira sur une petite cordelette pour allumer la lumière. Par chance, il y avait encore de l'électricité. Dehors, on entendait les éléments se déchaîner. Un terrible vrombissement typique des ouragans se faisait entendre et résonner dans toute la maison, ce qui pétrifia de peur ses enfants. Elle installa ses enfants sur un petit banc qui était là. Elle fit un tour dans ce sous-sol pour voir s'il n'y avait rien de dangereux, comme des produits chimiques ou des outils. On pouvait voir sur des étagères des bocaux dont le contenu était tellement ancien qu'il était difficile de distinguer quel genre de fruits ou de légumes cela pouvait être. Il y avait aussi quelques meubles recouverts de draps. Elle s'installa près de ses enfants et attendait que cette tempête passe. Le cadet des garçons, rongé par l'ennui, alla farfouiller près des meubles. Il trébucha sur un des draps qui recouvrait le mobilier. Et celui-ci laissa apparaître un somptueux secrétaire en bois. Il s'installa à ce bureau et commença à dessiner sur son livre de coloriage avec ses crayons. Quand il fut lassé de dessiner, il explora ce petit meuble qui l'amusait beaucoup. Il tira sur une poignée et ouvrit le tiroir du secrétaire. Il y avait des tonnes de lettres et un joli boîtier en velours rouge qui attira son regard. Le jeune garçon, fier de sa trouvaille, alla la montrer à sa mère. Janet le disputa en lui disant qu'il était très impoli de fouiller dans les affaires des gens. Le plus grand de ses enfants lui dit alors que personne n'habitait ici et que cela n'était pas aussi grave. Ils étaient tous intrigués et demandèrent à leur mère d'ouvrir le boîtier pour voir ce que celui-ci contenait. Voyant que cela les aidait à penser à autre chose et à avoir moins peur, elle récupéra le boîtier rouge et l'ouvrit avec ses enfants tout autour d'elle. Le boîtier contenait une magnifique montre à gousset en argent, entièrement sculptée. Mais le couvercle était un peu abîmé, comme si la montre avait reçu un coup. En le soulevant pour voir la montre, elle découvrit un petit message gravé dessus. Il était noté « Pour Michael ». Elle expliqua à ses enfants qu'il y a fort longtemps, certains messieurs portaient ce genre de montre à la poche avec une petite chaînette. Les enfants étaient émerveillés. C'était comme s'ils avaient découvert un extraordinaire trésor. Son fils aîné demanda s'il pouvait la regarder de plus près. Les aiguilles étaient arrêtées, et il était évident que cette montre ne marchait plus depuis un certain temps. Alors que le jeune garçon observait cette magnifique montre, elle lui glissa des mains. Heureusement, Janet la rattrapa in extremis. Elle décida de la ranger et s'aperçut avant de la remettre dans son boîtier que l'aiguille s'était remise en marche. Oliver demanda s'il pouvait remettre la montre à l'heure avant de la ranger dans sa boîte. Janet décida de s'en charger elle-même pour éviter qu'un de ses enfants ne la casse par accident. Il n'y avait que 15 minutes d'écart avec l'heure actuelle.
Elle remonta délicatement le mécanisme pour avoir l'heure exacte. Et dès que cela fut fait, un phénomène des plus étranges se produit. Tout devint flou autour d'eux, et elle se retrouva brusquement juste devant la maison dans la voiture sous la pluie. Son fils aîné lui montrait la maison à droite de la route. Janet ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée à l'extérieur. Ses enfants étaient avec elle dans la voiture. Il lui demandait s'ils allaient se réfugier dans la vieille maison juste à côté. Un peu déboussolée sur le moment, elle réalisa stupéfaite qu'elle était revenue 15 minutes en arrière. Lorsqu'elle venait tout juste de se garer devant la maison et qu'elle demandait à ses enfants de vite se préparer à sortir pour se réfugier dans la maison abandonnée. Tout cela paraissait irréel et même impossible. Il devait sûrement y avoir une autre explication. Pour être sûre de ce qu'il se passait, elle questionna ses enfants pour voir si eux aussi se souvenaient d'être entrés dans la maison. Mais aucun d'eux n'en avait le souvenir. Janet rassembla de nouveau ses affaires et sortit avec ses enfants pour se réfugier dans la maison. Elle ouvrit la porte de la maison, fit entrer ses enfants et laissa la porte ouverte un moment en regardant à l'extérieur. Le vent soufflait fort et s'engouffrait dans la maison. Ses enfants ne comprenaient pas ce qu'elle attendait. Et alors qu'il s'apprêtait à demander pourquoi elle n'avait pas encore fermé la porte, un petit chaton se faufila dans la maison, et elle referma aussitôt la porte. Le plus âgé des garçons trouvait cela très curieux. Cela lui donna l'impression que sa mère savait que le chaton était sur le point de rentrer. Comme elle était déjà entrée dans la maison, elle fit très attention en descendant au cellier, et elle sauta l'avant-dernière marche de l'escalier qui avait cédé la première fois. Elle indiqua aussi à ses enfants d'être prudents. Elle s'installa de nouveau avec cette curieuse sensation de déjà-vu. Ses enfants se mirent à courir partout, et son fils revint quelques minutes après avec la montre. Janet se leva et cette fois-ci, elle décida d'inspecter le tiroir où son fils avait découvert la montre à gousset. Il y avait des lettres et quelques coupures de presse. Elle prit une des lettres et commença à la lire. La lettre était manuscrite et datée du 12 décembre 1944. Elle comprit en lisant la lettre qu'il s'agissait d'un échange de courrier entre un père et son fils nommé Michael, parti servir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Apparemment, le père était horloger et il avait fabriqué une montre spécialement pour son fils. Il espérait que celui-ci revienne à lui sain et sauf. Dans une des lettres qu'il avait reçues, Michael lui disait que la montre à gousset lui avait sauvé la vie. Il la portait dans sa poche de chemise. Et alors que l'ennemi tirait, il reçut une balle en pleine poitrine. Mais il n'avait pas été blessé. Le projectile fut arrêté par la montre à gousset. Après cet événement, la montre ne le quitta plus. C'était devenu son porte-bonheur, et elle était devenue à ses yeux un objet très spécial. Complètement happée par cette histoire, Janet lut d'une traite toutes les lettres. Michael, le fils de l'horloger, raconta à son père qu'après le choc de la balle sur sa montre, il craignait que celle-ci ne soit cassée. Le couvercle était un peu cabossé et la montre s'était arrêtée. Lorsqu'il essaya de la refaire fonctionner et de remonter le mécanisme à l'heure exacte, il s'aperçut que le temps était aussi remonté. Conscient de l'énorme avantage que cela lui donnait dans ce terrible conflit, il se servit de la montre à chaque fois qu'il le pouvait.
Il évitait ainsi les embuscades qu'il avait déjà vécues une première fois et qui faisaient à chaque fois plusieurs victimes parmi ses compagnons d'armes. Grâce à cette montre, il avait plus d'une fois sauvé tout son régiment d'une mort certaine. Les soldats qui étaient avec lui pensaient seulement que Michael était très perspicace et qu'il avait un don affûté pour pressentir les choses. Ils ignoraient totalement que cela était dû à la montre. Seul son père était dans la confidence. Michael rentra au pays en héros. Il y avait même dans le tiroir une coupure de presse où on voyait l'horloger avec son fils en photo lorsque celui-ci fut décoré de la plus haute distinction de l'armée. Janet trouva cette histoire à peine croyable et elle se demandait par quel miracle cette montre permettait-elle de remonter le temps. C'était un véritable mystère que Michael lui-même n'avait apparemment pas résolu. Dans une autre lettre, il confia à son père qu'il avait noté que sa santé se dégradait lorsqu'il utilisait la montre plusieurs fois de suite. Il prit donc la décision de l'utiliser seulement en cas de force majeure, ce qui le dévastait à chaque fois, car il aurait voulu sauver bien plus de personnes. Mais cela ne lui était plus possible physiquement. Et après la guerre, une fois qu'il fut rentré au pays, il plaça la montre dans le tiroir du secrétaire et ne l'utilisa plus du tout. Elle avait donc la confirmation que cette montre pouvait remonter le temps. En apprenant que ces sauts dans le temps avaient des effets néfastes sur la santé, elle se dit qu'il était plus prudent de ne plus l'utiliser et de la mettre hors de portée de ses enfants. D'ailleurs, elle remercia le ciel de ne pas avoir laissé son fils remonter le mécanisme. Qui sait ce qui se serait passé alors? Elle retourna près de ses enfants qui jouaient paisiblement. La tente était longue et on entendait le vent souffler. Des objets frappaient contre les murs de la maison et des vitres se brisaient à l'étage au-dessus. Elle essaya de distraire ses enfants comme elle le pouvait. Elle lut une histoire à sa fille alors que les garçons jouaient à la console juste à côté. Le cellier était humide et très poussiéreux, et elle remarqua que sa fille, qui était asthmatique, avait du mal à respirer. Elle chercha partout dans son sac son inhalateur, mais elle ne le trouva nulle part. Elle avait dû l'oublier par mégarde dans la voiture. Il lui était impossible de sortir par ce temps. Sa fille avait de plus en plus de difficultés à respirer. Elle ne pouvait rester sans rien faire et la laisser dans cet état. Elle récupéra la montre à gousset et elle remonta le mécanisme, juste avant qu'il n'entre dans la maison. Pendant un instant, tout devint flou. Elle se sentit comme prise dans un tourbillon et elle se retrouva à nouveau dans la voiture avec ses enfants, juste devant la maison. Elle saisit l'inhalateur et le rangea dans son sac. Puis elle sortit avec ses enfants et tout se reproduit à l'identique. Le chaton qui entre avant que la porte ne se referme, et elle n'oublia pas d'éviter la marche qui n'était pas stable. Elle s'installa avec ses enfants dans le cellier qu'elle connaissait maintenant par cœur. Alors que ses enfants s'amusaient à trouver un nom pour baptiser le chaton errant, elle fut prise d'un terrible mal de tête. L'aîné de ses enfants lui demanda si elle allait bien. Elle répondit oui, mais il n'en était pas convaincu. Il resta un moment à la regarder et lui dit qu'elle saignait du nez. Janet porta sa main à son nez et ses doigts étaient couverts de sang. Elle prit un mouchoir pour stopper le saignement. Soudainement très fatiguée, elle essaya de se reposer un instant et finit par s'endormir. Un moment après, son fils la réveilla en la secouant par le bras. Elle se leva en sursaut. Son fils lui dit que le chaton était sorti par une petite fenêtre qui était entr'ouverte et que Lily, la petite dernière, l'avait suivi. Elle demanda à son fils de surveiller son frère et de ne surtout pas bouger. Elle décida d'aller à l'extérieur et ouvrit la porte. Elle criait à plein poumon et appelait sa fille désespérément.
mais le vent soufflait si fort qu'elle pouvait à peine faire un pas, et il était difficile de voir quoi que ce soit. Dans ces conditions, il était impossible de sortir, d'autant plus qu'on pouvait voir l'œil du cyclone passer juste au-dessus de la maison. L'idée que sa fille soit quelque part seule en pleine tempête lui était insupportable. Elle s'en voulait terriblement de s'être endormie. Elle descendit les escaliers en trombe et chercha dans le tiroir la montre à gousset. Mais celle-ci était introuvable. Elle demanda à ses enfants où ils avaient mis la montre. Ses fils lui assurèrent qu'ils ne l'avaient pas. Elle insista en disant que c'était très important. Elle leur cria dessus tellement fort que le plus petit se mit à pleurer, effrayé, car cela ne ressemblait pas à sa mère de se mettre en colère ainsi. Finalement, après avoir retourné tout le sous-sol, elle trouva la boîte rouge cachée sous un blouson juste à côté d'elle sur le banc. Elle tremblait tellement, encore sous le choc de la disparition de sa fille, qu'elle eut du mal à faire bouger les aiguilles. Mais cette fois-ci, elle prit un moment pour réfléchir avant d'utiliser la montre. Et elle remonta le mécanisme 2 heures avant. En l'espace de quelques secondes, elle se retrouva transportée ailleurs. Elle était au sol dans les allées du centre commercial. Elle s'était évanouie, et ses enfants, terriblement inquiets, étaient autour d'elle. Elle reprit connaissance et se releva péniblement. Elle avait très mal à la tête. Elle serra sa fille dans ses bras pendant un long moment, et ses autres enfants aussi. Très inquiets, ils avaient du mal à comprendre ce qui arrivait à leur mère. Un couple qui passait par là vit toute la scène, et s'approcha de plus près pour voir si Janet allait bien, et si elle avait besoin d'aide. Janet mit un moment avant de se relever. Elle transpirait et avait l'air confuse. Elle s'adressa au couple en leur disant qu'un ouragan approchait et qu'il fallait vite se mettre à l'abri et ne pas sortir du magasin. Le couple resta perplexe. Le temps était radieux et il n'y avait pas eu d'annonce à la télévision pour prévenir d'un ouragan dans la région. Et en voyant que Janet était un peu agitée, ils partirent tout en se retournant et en jetant un regard réprobateur. Elle pouvait les entendre chuchoter et laisser sous-entendre qu'elle devait être sous l'influence d'une quelconque substance toxique. À peine 10 minutes après cela, une symphonie de sonneries de portable retentit dans toute la grande surface. C'était l'alerte ouragan. Il était conseillé de rester sur place ou de trouver un endroit pour se réfugier et d'attendre jusqu'à recevoir d'autres instructions. Aussitôt, le manager de la grande surface fit une annonce dans le micro. Ils invitaient tous les clients à ne pas sortir dehors, et il ferma les portes en faisant descendre les stores renforcés en acier. Il demanda à tout le monde de s'éloigner des fenêtres et de se diriger vers le fond du magasin. Les clients du centre commercial se regroupèrent au fond du magasin. Certains, comme Janet et ses enfants, s'assirent à même le sol. Les gens discutaient entre eux. Apparemment, la tornade était attendue en Alabama. Mais le vent avait tourné, et la tornade s'était déplacée vers la direction opposée. La femme qui avait parlé à Janet plus tôt n'arrêtait pas de la fixer du regard. Après quelques minutes, elle se leva et s'approcha de Janet. Elle s'assit près d'elle et lui demanda si elle avait des dons de médium. Janet répondit que non. Et contrariée d'avoir été prise pour une mère indigne par cette même personne, elle s'éloigna avec ses enfants pour s'installer ailleurs. Environ 2 heures après, les portables sonnèrent de nouveau. L'alerte était levée. Le manager releva les stores et les clients purent sortir du magasin. Janet sortit avec ses enfants. Elle portait dans ses bras sa fille qu'elle serrait contre elle depuis l'instant où elle était revenue dans la grande surface. Avant de rentrer chez elle, et pour s'assurer de ne pas avoir tout imaginé, elle fit un détour par la maison où elle s'était réfugiée. Elle écoutait la radio pour savoir à quoi s'attendre après le passage de la tornade.
Dans les infos de la station qu'elle écoutait, il était dit que par chance, la tornade n'avait fait aucune victime. Il n'y avait que des dégâts matériels à déplorer. Elle s'aperçut elle-même en progressant sur la route qu'il y avait plein de débris et de branches d'arbres partout où son regard se portait. En arrivant sur place, elle constata avec effroi que la maison s'était effondrée tel un château de cartes. Il y avait un énorme sycomore qui s'était écrasé sur une partie de la maison, et plus précisément au niveau du cellier. À l'arrière du véhicule, ses enfants qui étaient impatients de rentrer à la maison ne comprenaient pas ce qu'elle venait faire là. Ils n'avaient pas le souvenir d'avoir vu cette maison auparavant. Janet demanda à ses enfants de rester dans la voiture, et elle sortit dehors un instant. Le plus grand de ses enfants baissa la fenêtre pour voir où sa mère se rendait. Depuis l'épisode de son malaise au centre commercial, il trouvait qu'elle se comportait de façon étrange. Il voyait sa mère chercher quelque chose au milieu des débris. Il la voyait même appeler au loin. Il se demandait ce qu'elle pouvait bien appeler avec autant d'insistance. Quelques minutes après, un petit chaton arriva vers elle. Il se frotta à son pied comme s'il l'avait reconnu. Elle le saisit et le ramena avec elle dans la voiture. Elle le confia à son fils aîné, agréablement surpris, et immédiatement sous le charme de cette petite boule de poils. Le chat miaulait, et il semblait déjà être habitué à la présence des enfants. Janet eut le sentiment que ce chaton avait gardé le souvenir de l'avoir croisé dans cette même maison à plusieurs reprises. Cela lui paraissait incroyable, mais après tout, on dit souvent que les animaux ont un sixième sens. Ils rentrèrent chez eux, et leur maison n'avait subi que quelques dégâts mineurs, quelques tuiles arrachées et une vitre brisée. Les enfants s'empressèrent d'aller jouer avec le petit chaton surnommé Storm, car il avait été secouru après le passage d'une tempête. Janet s'assit un instant, le temps de reprendre ses esprits et de réaliser la journée hors du commun qu'elle avait vécue. Tout cela lui paraissait fou. Elle pensa à la montre qui devait être quelque part au milieu des décombres. Son mari l'appela pour voir si elle et les enfants allaient bien. Par un étonnant concours de circonstances, il se trouvait précisément devant la maison où elle s'était abritée. Il était sur place pour couper le sycomore et sécuriser la zone avec son équipe. Janet était tentée de lui demander s'il avait trouvé la montre, mais elle trouva préférable de ne rien dire et de garder le secret sur cet événement. Après plusieurs semaines, la ville d'Orlando retrouva peu à peu un aspect normal. Tous les débris de la maison et le mobilier furent retirés et placés dans un camion qui les broya en tout petits morceaux. Et parmi ces décombres, se trouvait la fameuse montre à gousset. Elle fut totalement détruite, broyée avec le reste des débris de la maison. Janet était donc la dernière personne à avoir eu entre les mains la montre à gousset, qui, bien plus que de donner l'heure, pouvait également, aussi difficile que cela puisse paraître, remonter le temps. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.